Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée cette semaine à la police. Nous sommes à Cannes-Écluse, au sud de Paris. Nous sommes dans l'école de formation des officiers de police. La France est en campagne présidentielle, toujours en état d'urgence et la sécurité reste une préoccupation majeure des Français. Les policiers sont au premier plan dans des conditions difficiles, on l'a vu récemment, manque d'effectifs, conditions de travail très dures. Comment, dans ces conditions, sont-ils préparés pour affronter le terrain? Voyez d'abord ce reportage tourné à Saint-Malo, en Bretagne. Depuis les attentats de 2015, les écoles de police font le plein. Et pour faire face à l'afflux de candidats, la formation des gardiens de la paix a été accélérée. Elle est passée de 12 à 10 mois. Orlan a choisi Paris pour sa première affectation. Ma motivation de rentrer dans la police, elle ne s'est pas faite à cause de l'actualité et du contexte. Donc non, ça a juste renforcé ma motivation encore plus. Une motivation qu'il va falloir mettre à l'épreuve. C'est le but de cet exercice. Une voiture qui brûle dans un quartier sensible. Les pompiers sont aussitôt pris à partie. Les autres élèves policiers arrivent sur les lieux et vont devoir les escorter. T'es en visu, vous êtes protégé et tu vois ce qui se passe devant toi. Donc vous restez en appui là. Le chef de groupe ordonne l'évacuation. Les voitures sont pas prêtes à partir là, regarde. Les dernières munitions sont lâchées afin de couvrir leur départ. Dans le dojo de l'école, c'est l'heure de l'entraînement physique sur tatami. Jean-François enseigne les techniques d'interpellation. Dans un contexte de méfiance envers la police lié à l'actualité récente, chaque geste compte. On évite de trop serrer. On parle à l'individu, d'accord, tout en contrôlant. Monsieur, calmez-vous, monsieur. Voilà, on a juste qu'à contracter un petit peu ses muscles. On parle à l'individu de façon à se rendre compte qu'il continue à respirer, parce que sinon il part vite dans les vapes. C'est des techniques d'interpellation en fait, qui servent dans certaines situations. Lorsqu'une personne ne veut pas coopérer, on est obligé d'utiliser ces techniques qu'on travaille quotidiennement. C'est quand même violent comme ce qu'on voit derrière. Parfois ça arrive que ça soit violent. Après, nous on est là justement pour que ça se passe le mieux possible. Après, parfois on est obligé d'employer la force. Dans quelques jours, ces élèves rejoindront leur commissariat d'affectation, loin de la plage. Pour la plupart, ce sera la région parisienne, pour au moins 8 ans. Salaire net par mois, 1 880 €. Nous sommes toujours à Cannes-Écluse, où les élèves officiers de police s'apprêtent à participer à un exercice de simulation. Leur formatrice, c'est Nathalie. Merci d'être avec nous. Dites-nous en quoi va consister l'exercice que nous allons voir. Donc aujourd'hui, l'exercice est une simulation sur le thème des perquisitions. On leur a passé le cours théorique en salle, leur expliquant comment on doit réaliser une perquisition au niveau judiciaire. Et aujourd'hui, on va leur faire des mises en situation pour apprendre à réaliser sur le terrain des perquisitions avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de complexité et d'intervenants extérieurs. Étant donné qu'on est en début de formation, ça reste quand même sur des thèmes relativement simples, puisque ça ne fait que 2 mois qu'ils commencent la police judiciaire. Un élève officier en particulier sera noté, l'élève Philippe. Qu'est-ce que vous attendez de lui, spécifiquement? Spécifiquement, comme il devrait intervenir avec la brigade cynophile en recherche de stupéfiants, qu'il sache la prendre en compte au niveau de son briefing. Est-ce qu'il va être réactif? Est-ce qu'après que le chien stup est trouvé ou pas trouvé, va-t-il continuer, lui, à faire des recherches ou pas? Et va-t-il respecter les règles de la perquisition au niveau de la légalité? Écoutez, on va aller voir ça. Ça marche. Vous allez perquisitionner le domicile de Chichon Paul. Vous avez vendu 2 barrettes de résine à un acheteur. Monsieur Chichon, on va aller perquisitionner votre domicile à la recherche du stupéfiant. Vous n'avez pas d'armes chez vous? J'ai pas d'armes. Vous n'avez pas d'explosifs, rien de dangereux? Rien de dangereux. Police! Le chien a marqué, donc c'est un produit stupéfiant. Est-ce que c'est à vous, monsieur Chichon? Vous l'avez jamais vu.
Je le saisis, je le place sous scellé. Votre scellé, ce serait quoi comme type de scellé? Dans du craft. Moi, j'ai plus besoin de vous. Donc, vous pouvez rentrer chez vous. D'accord. Allez, alors, cette simule, comment votre ressenti? Bizarrement, assez bien passé parce que comme la brigade cynophile était là, ça met en confiance parce qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, j'avais pas grand-chose à faire. Et tellement en confiance que quand ils sont partis, je me sentais un peu orphelin. Et j'aurais effectivement peut-être pu continuer ma perquisition, chercher... Ouais, pourquoi vous arrêtez? On n'a pas autre chose à chercher que du stup. Qu'est-ce qu'on peut chercher? L'argent, ouais. L'argent et puis effectivement tout le matériel qui sert à... donc quoi, par exemple? Des balances. Balances. Vous pouvez continuer. Bon, vous l'avez choisi de ne pas le faire, ok, c'est votre choix. On l'a vu récemment avec les affaires Théo et Adama, les relations entre la police et les jeunes des quartiers défavorisés sont toujours extrêmement complexes. Dans ces quartiers, la police n'intervient qu'au coup par coup, elle n'y tient plus de présence permanente, élément de décryptage de ces relations compliquées. C'est un constat partagé par beaucoup. Les policiers ont déserté les banlieues. Et cela n'aide pas à pacifier les relations avec la population la plus jeune. Il y a un fossé entre les deux, assurément, dans de nombreux quartiers populaires où le contact n'existe plus entre cette population de jeunes dans les quartiers et les policiers qui interviennent de façon épisodique lorsqu'il y a des incidents et qui se retirent aussitôt. Patrice Bergogneau a été l'un des artisans de la police de proximité, supprimée avec fracas par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, en 2002. Une police de proximité vénérée par les uns, critiquée par de nombreux autres, et qui fait toujours autant débat 15 ans plus tard. Le gouvernement, à l'époque, a voulu généraliser tout de suite pour donner le sentiment qu'on avait du bleu partout et que c'était efficace partout. Or, on a utilisé à effectif constant et à moyens constants la mise en place de cette police de proximité qui, en finalité, s'est révélée un échec. Cette police de proximité permettait de premiers résultats. C'était très apprécié de la population et aussi de leurs représentants, les élus, notamment les maires. Avec la casquette, c'est 815. Avant la police de proximité, des îlotiers étaient déployés à pied pour assurer une présence et prendre en permanence le pouls de ces quartiers. Des policiers toujours les mêmes au même endroit, souvent issus de la ville. Depuis, cette présence a disparu et les conséquences se font sentir dans une grosse centaine de localités. Mais pour certains syndicats, la présence permanente de policiers ne suffit pas à apaiser les relations avec les jeunes. On ne peut pas instaurer une police de proximité ou de quartier sans avoir réglé la problématique de la délinquance. Il faut revenir aux fondamentaux, mettre en amont des services sociaux pour prendre en charge les jeunes qui sont à l'abandon dans ces quartiers difficiles, éradiquer les réseaux de délinquance et ensuite réinstaurer une police proche de la population qui restera durablement et qui apportera des réponses en matière de prévention, de dissuasion et bien évidemment de répression le cas échéant. Les représentants policiers dénoncent aussi l'âge jugé trop jeune des agents envoyés dans ces quartiers et le turnover permanent, faute de parvenir à les fidéliser en région parisienne notamment. À peine arrivés, la plupart des policiers déployés en banlieue demandent une réaffectation pour n'y rester que 3 ou 4 ans. Les critiques et les propositions ne manquent pas, mais le débat reste omniprésent depuis maintenant plusieurs décennies. Et la situation est toujours au point mort. Nous sommes ici dans l'amphithéâtre Calais. C'est là notamment que les élèves officiers choisiront leur lieu d'affectation. Sur le terrain, ils feront du maintien de l'ordre, anticiperont les infractions. Parfois aussi, ils devront s'acquitter de certaines tâches qu'ils pourront juger fastidieuses, voire inutiles. Dans ce quartier chic près de Paris, c'est une résidence d'un diplomate étranger sous haute surveillance. 24 heures sur 24, 2 policiers sont là avec fusil mitrailleur, mais cette maison sous protection est le plus souvent déserte. Cette résidence est quasiment vide toute l'année. On ne sait même pas quand la personnalité est là ou quand elle sort. Il y a déjà les caméras de la ville de Paris, on a les caméras de la sécurité privée de l'intérieur et la personnalité a son service de sécurité privée. Surveiller des murs vides, c'est pas le boulot de flic.
Des missions inutiles ou ne relevant pas de leur métier, voilà ce qui exaspère les policiers très sollicités par la lutte antiterroriste. Cet automne, ils ont crié leur colère pour réclamer la fin de ces tâches qui parasitent leur quotidien. Et parmi elles, il y a l'administratif. Voici pour une banale affaire de stupéfiants l'ampleur de la procédure. Plus de 100 pages, 30 procès-verbaux à remplir, une mission trop chronophage. Du temps, les policiers en perdent aussi dans les hôpitaux. Ce matin-là, à Bordeaux, un équipage de police secours vient surveiller un détenu hospitalisé. Et cela n'a rien d'exceptionnel, selon le chef adjoint de la brigade. Là, encore un détenu à surveiller? Encore un détenu à surveiller, hospitalisé depuis le 25 décembre et surveillé par 3 fonctionnaires de police. 3 policiers en permanence, 9 sur une journée. Pour un seul détenu surveillé 24 heures sur 24, cela fait beaucoup dans une brigade où 17 agents sont sur le terrain. Selon les policiers, cette mission devrait revenir à l'administration pénitentiaire. Combien de temps cette situation peut-elle durer? Comment alléger leur charge de travail? En plein état d'urgence, les policiers posent une question plus polémique. Faut-il réduire le nombre de personnalités protégées? Magistrats, journalistes, politiques, anciens premiers ministres par exemple, ils sont 160 aujourd'hui. Selon la menace, selon leur statut, c'est au ministère de l'Intérieur de décider d'une protection. La place Beauvau l'assure. Elles sont toutes justifiées et réévaluées régulièrement. C'est pas le rôle du ministère justement de savoir dire stop? Ah mais on le dit très régulièrement, bien sûr qu'on le dit stop, mais c'est pas de dire stop, ça se finit et compagnie, c'est d'expliquer, c'est de montrer, de dire à la personne, voilà l'analyse qui est faite. Selon le gouvernement, depuis l'état d'urgence, les missions des policiers ont déjà été recentrées pour beaucoup d'entre elles. 1500 postes de policiers ont été réaffectés. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité à notre chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site france24.com. À bientôt.